assainir les finances publiques tout en répondant aux attentes sociales des concitoyens. C'est ce à quoi le président de l'Assemblée nationale, M. Kodjo Sevon Tepe Adedje, invite ses collègues députés dans l'examen de la loi de finances 2025 soumise à leur étude. La Commission des finances et du développement économique examine depuis vendredi les grandes lignes budgétaires proposées par le gouvernement. Cet examen de la loi de finances est l'opportunité donnée aux élus du peuple d'analyser et de peaufiner les orientations budgétaires en fonction des priorités nationales et des dynamiques économiques mondiales. L'étude de la loi de finances 2025 intervient aujourd'hui dans un contexte marqué par des incertitudes économiques internationales et une volatilité des marchés financiers. Ainsi, les députés devront concilier deux objectifs fondamentaux: la réduction du déficit public en deçà des seuils communautaires et la préservation des dépenses sociales. Le projet de loi de finances 2025 prévoit des ressources et charges s'élevant à 2 394,2 milliards de francs CFA avec 49,7% des dépenses consacrées au secteur social. À la fin des travaux de la Commission des finances et du développement économique, le projet sera soumis à l'ensemble des députés en séance plénière pour adoption. L'Assemblée nationale dispose encore jusqu'au 31 décembre 2024 pour adopter la loi de finances conformément aux exigences légales. Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives se dit être parvenu à la conclusion selon laquelle le Togo a globalement atteint un score modéré relatif à la mise en œuvre des recommandations de 2019 sur les industries extractives. Malgré ce score modéré de 74 points sur 100, les lacunes en matière de transparence subsistent au niveau des principales divulgations de données. La publication régulière des déclarations financières est essentielle pour améliorer la supervision. Selon l'initiative, la transparence des relations financières entre les sociétés d'État et l'État lui-même renforcerait la redevabilité publique. En exemple, la publication de données sur les volumes et les valeurs des ventes de phosphate permettrait d'instaurer un débat public éclairé et fondé sur des données en ce qui concerne les politiques relatives à ce minerai important, d'autant plus que la Société nationale des phosphates du Togo, SNPT, reste la première entreprise d'État du Togo. En outre, l'examen des exportations informelles d'or et de la contrebande en provenance des pays voisins pourrait mettre en lumière des fuites et des flux financiers conséquents dont le Togo pourrait bien bénéficier. L'ITIE reconnaît que des précisions sur les régimes fiscaux et la répartition des recettes sont aussi nécessaires pour aider les communautés à contrôler ce qui est dû, ce qui est payé et ce qui est reçu localement. « 11 citoyens togolais ont échappé de justice à un cauchemar. Enlevés par un réseau criminel et transportés au Nigeria, ils étaient exploités dans des conditions inhumaines. C'est grâce au courage d'une victime qui a réussi à s'échapper et à alerter les autorités que la police nigériane a pu intervenir à Benin City. Lors d'une opération menée dans le quartier de Kosodi, les forces de l'ordre ont libéré les 11 captifs, dont 9 hommes et 2 femmes, et interpellé 2 présumés trafiquants responsables de cette exploitation. Ces derniers, selon les premiers éléments de l'enquête, promettaient à leurs victimes un meilleur avenir à l'étranger, notamment aux États-Unis, avant de les contraindre à travailler dans des conditions proches de l'esclavage. Ce cas s'inscrit dans une tendance plus large où des citoyens togolais sont souvent ciblés par des réseaux de trafiquants basés dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Ghana, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire. Ces criminels utilisent ainsi des promesses d'opportunités d'emploi ou d'émigration afin d'attirer leurs victimes tout en exigeant de l'argent sous divers prétextes, notamment pour l'hébergement ou les frais de voyage. Ces sommes sont ensuite confisquées par les trafiquants qui incitent parfois leurs victimes à recruter des proches ou des connaissances, prolongeant aussi la chaîne d'exploitation. Afin d'éviter ces pratiques, les autorités appellent à la vigilance des familles. Elles insistent également sur l'importance de signaler toute activité suspecte pour enrayer ce fléau et protéger les populations vulnérables.
Les autorités togolaises ont ajusté les prix des produits pétroliers à la pompe à compter de ce mardi. Ainsi, le super sans-plomb est passé de 700 francs le litre à 680 francs CFA. Le gasoil précédemment vendu à 775 francs le litre est revenu à 695 francs CFA. Le mélange de temps est à 769 francs le litre au lieu de 788 francs. Concernant le pétrole lampant, le prix reste inchangé. Le litre est toujours à 650 francs CFA. Rappelons que la baisse la plus marquée concerne le gasoil dont le prix chute de 80 francs CFA. Selon les autorités, cette décision s'inscrit dans un contexte de baisse des prix du baril sur le marché international et vise à garantir la continuité de l'approvisionnement en énergie à l'échelle nationale. Depuis 2022, le pays n'a plus connu de modification des prix à la pompe. Dans le contexte international, les prix des carburants repartaient à la baisse depuis la semaine dernière. Le cours moyen de clôture du Brent atteint $72, passant bien en dessous de la moyenne en novembre, établie à $74. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a été promu au rang de maréchal cette semaine sur décision du Conseil national de transition. Une promotion qui lui confère le même grade que son défunt père et prédécesseur à la présidence du pays, Idriss Déby. La résolution sur sa promotion a été adoptée par 160 voix pour et 2 contre, 3 semaines avant les premières élections législatives et locales depuis 2011. Son père avait également été promu maréchal en 2020 à la suite d'une campagne militaire réussie contre le groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Mahamat Idriss Déby a aussi lancé une offensive contre Boko Haram fin octobre après l'attaque sanglante d'une garnison sur une île du lac Tchad. Il a dirigé personnellement les opérations aériennes et terrestres pendant 15 jours. Après son départ, une douzaine de soldats dont des officiers supérieurs ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes. En République démocratique du Congo, où les violences continuent d'ensanglanter l'est du pays, la situation sécuritaire reste préoccupante. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a fait état de centaines de civils tués ces derniers mois et d'aggravation de l'insécurité dans le Nord Kivu lors du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Le M23, non signataire de l'accord de cessez-le-feu, a consolidé son occupation civile et militaire au Nord Kivu. Aujourd'hui, il contrôle de vastes zones dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero, un espace 2 fois plus large que celui occupé en 2012. Les forces démocratiques alliées, ADF, demeurent le groupe armé le plus meurtrier avec des centaines de civils tués ces derniers mois. Même si le nombre d'attaques visant les civils en Ituri a diminué ces 3 derniers mois, leur protection reste un défi et une priorité absolue. L'envoyé de l'ONU a souligné que l'environnement sécuritaire continue de peser sur la situation humanitaire. L'environnement sécuritaire actuel continue de peser de manière alarmante sur la situation humanitaire, encore intensifiée par les défis croissants du changement climatique. Selon l'OCHA, près de 6,4 millions de personnes sont actuellement déplacées en raison des conflits armés et des risques naturels. De multiples épidémies ont également aggravé la situation humanitaire. Pour éviter des tensions supplémentaires autour de la révision de la Constitution, la chef de la MONUSCO a encouragé les parties prenantes à œuvrer ensemble pour que le pays reste sur la voie menant vers la stabilité. 10 ans que le premier massacre civil a ensanglanté les villages d'Engadi en République démocratique du Congo. Dans la zone, la terreur règne alimentée par les ADF, des rebelles affiliés à un groupe islamiste. Les habitants vivent dans la peur, hantés par les souvenirs de leurs proches disparus. Baloulou Moussekoussé, chef du village, se souvient de ces massacres comme si c'était hier. Les massacres ont commencé au rond-point. Là-bas, ils ont tué le commandant Matadi. Après, ils ont tué la femme d'un militaire avec ses 2 enfants. Et ils ont continué leur marche funèbre. Ils sont venus ici, ils ont tué mon fils Gaïzo. Et en partant, ils ont tué aussi un lieutenant de ce côté-là. Le massacre se poursuit dans la région, réveillant des traumatismes du passé.
Ebike Gérard, rescapé du premier massacre de 2014, porte encore des stigmates de cette nuit dormie. J'habitais près des eucalyptus où j'étais assis à ce moment-là et ils sont arrivés. Ils m'ont tiré dans la jambe, je suis tombé. Ils ont continué à tirer au niveau de mon ventre. Je suis resté en train de pleurer et ils ont cru que j'étais mort. En voyant cela, ils m'ont laissé et sont partis chez un couple voisin qu'ils ont éliminé sur place. Selon la société civile de Beni, plus de 17 000 personnes ont été assassinées. Un espace a été aménagé pour honorer leur mémoire. Leurs proches viennent souvent leur rendre hommage, espérant un jour obtenir justice. Que la justice soit rendue et que les massacres prennent fin, car nous voulons vivre dans la paix. Nous avons perdu beaucoup de nos proches dans ces massacres, et ce que nous demandons aujourd'hui à ceux qui nous soutiennent, c'est la justice. Des opérations militaires sont menées dans la zone, conjointe entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Mais ces efforts n'ont toujours pas réussi à mettre définitivement fin à la violence. La semaine dernière, au moins 10 civils ont été tués, rapportait l'armée. Charles Onana a été reconnu coupable de complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité lundi par le tribunal correctionnel de Paris en France. L'auteur franco-camerounais a été condamné à une amende de 8 400 €. La faute à son ouvrage Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent, paru en 2019. Dans cette publication, le sexagénaire a estimé que la thèse conspirationniste d'un régime hutu ayant planifié un génocide au Rwanda constitue l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Inadmissible pour des associations de défense des droits de l'homme dont Survie et la Fédération internationale pour les droits de l'homme qui avaient saisi la justice contre l'écrivain en 2020. Ces organisations ont qualifié la condamnation de l'accusé de décision historique qui préserve la mémoire et la dignité des victimes du génocide et de leurs familles. Charles Onana a été condamné dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse qui, depuis 2017, punit le fait de nier ou de banaliser de façon outrancière les génocides reconnus par la France. Il a fait appel de sa condamnation. Une prison, symbole de la tyrannie du régime, depuis plus de 30 ans. À Damas, la prison de Sadnaya, souvent décrite comme un abattoir humain, a été libérée par les rebelles du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Une partie des détenus a pu être libérée. Il s'agit principalement d'opposants au régime de Bachar al-Assad, condamnés d'après leur récit à subir des traitements inhumains, des viols, des humiliations, des privations et des exécutions. Certains détenus ont été enlevés en 2011, 2012 et 2013. Nous sommes venus ici, mais nous n'avons trouvé personne. Nous sommes entrés et avons trouvé des réfrigérateurs, des fours, des broyeurs, des appareils de fonte. Ils les mettaient dans les fours après les avoir tués. Il y a des potences et de l'acide corrosif. Des détenus sont sortis après avoir été aspergés d'eau de javel. Ils les ont brûlés avec de l'eau de javel. Il y avait des femmes avec leurs enfants à l'intérieur. Nous sommes venus ici hier soir et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à voir des prisonniers. Pourtant, il y a environ 30 000 personnes à l'intérieur de la prison et seulement 200 ont été libérés. L'histoire de la prison de Sadnaya, construite en 1987, a pris fin après le renversement du régime de Bachar el-Assad par les rebelles syriens. Ils ont mis fin au règne de la famille Assad qui a duré plus de 50 ans. Encore plus chaude que le record de 2023, 2024 sera la première année au-dessus du seuil de 1,5 degré de réchauffement. Cette année risque de détrôner 2023 comme année la plus chaude jamais mesurée, une fois que les relevés de décembre seront connus. Et pour cause, l'Observatoire européen Copernicus rapporte que la moyenne des températures relevées depuis janvier fait état d'une anomalie de plus 0,14 degrés par rapport à la même période l'année dernière. Avec une température moyenne de l'air fixée à 14,1 degrés Celsius à l'échelle planétaire, novembre 2024 a été le deuxième mois de novembre le plus chaud jamais enregistré.
Ce mois est le 16e sur les 17 derniers à enregistrer une anomalie de 1,5 degré par rapport à la période entre 1850 et 1900, d'après la base de données de Copernicus. Selon les derniers calculs de l'ONU, le monde n'est pas du tout en bonne voie de réduction de sa pollution carbone pour éviter une très forte aggravation des sécheresses, des canicules ou des pluies diluviennes déjà observées. Les politiques actuelles des États emmènent la Terre vers un réchauffement catastrophique de 3,1 degrés au cours du siècle, voire 2,6 degrés si les promesses de faire mieux sont tenues, selon l'ONU Environnement.